Bonjour et bienvenue à ma seconde vidéo. Je vais parler ici des decks de l'Opus 28 qui m'attirent beaucoup. Donc, c'est des decks que j'ai faits à partir de cartes qui viennent tout juste de sortir. Donc, bien entendu, il y a beaucoup plus d'autres decks qui sont possibles à créer avec les cartes qui ont été spoilées. Mais ceux-ci sont les decks qui m'intéressent moi personnellement. Donc, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais euh, survoler si ça vous intéresse. Donc, vous pourriez marquer quelques archétypes de l'Opus 28 qui vous intéressera à voir plus tard dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, on va couvrir celle-ci. Le premier archétype qui a été créé grâce à la nouvelle carte Ulmia, que je trouve intéressant, c'est cette carte-ci. Donc, ça dit que tu peux aller chercher un caractère qui coûte 6 et le mettre dans ta main. Donc, c'est bon à dire que ça pourrait être autant un forward que un backup ou même un monstre. Mais à ce moment-ci, la seconde habilité dit que tu choisis un forward qui coûte 6 et plus et tu lui donnes haste. Donc à ce moment-ci, ça donne le goût, comme vous pouvez voir ici, d'aller chercher principalement des forwards. Donc les forwards que j'ai été chercher qui avaient une synergie avec Ulmia sont des forwards qui peuvent avoir des attaques triggers ou tout simplement des dull abilities que je trouve quand même intéressantes, qui pourraient être utilisées directement en rentrant sur le jeu. Comme celui-ci à dommage 5, quand il attaque, il brise un forward. C'est quand même très très intéressant à lui donner haste potentiellement. La même chose pour Griever qui a été un staples dans Ice Water à l'époque. Avec Griever, il y avait Rufus, Sky Serpent, Rugged Jean et ainsi que Rosa pour réactiver ton Griever justement. Donc ça, c'est un deck qui a existé par le passé, qui était très méta. Donc là, à ce moment-ci, tu peux aller chercher Griever avec Lumia, rentrer en jeu un tour subséquent et lui donner Ace pour pouvoir utiliser ses habilités le tour même qui est rentré. Donc très intéressant. Il y a cette Lightning-ci qui pourrait être intéressante aussi, parce que quand elle rentre sur le field ou quand elle attaque, tu peux discarter une carte et à ce moment-ci, tu choisis un forward et tu le brises. Puis c'est vraiment une habilité qui est forte. Là, on l'a connu avec le package justement de FF8, avec Irvine et Cypher et tout le kit. Donc ça, c'est assez similaire comme effet. Donc très intéressant. En plus, avec le level top 5, tu peux techniquement piger jusqu'à 5 cartes si tu es chanceux. Puis ça demande une extrême grande concentration de cartes Lightning ou Odin. Donc ça peut être intéressant. Sinon, Une, ça a toujours été quelque chose que il coûte quand même cher si tu n'utilises pas son cost reduction de sa première habilité. Puis, si tu réussis pas à avoir au moins une activation de cette carte-là, ce qui va généralement arriver parce que le monde va vouloir tasser ça avant que tu puisses commencer à générer de la value à tous les tours avec. Mais avec Culmia, tu peux tout de suite lui donner Ace puis en bénéficier le tour que tu le rentres si Lumia était déjà présente sur le terrain par avant. Donc ça en est un autre forward qui pourrait être intéressant à jouer avec. Il y a Hypnodeus pour des raisons similaires. C'est un forward que généralement tu mets sur la table, tu dis à ton adversaire, tu as un tour pour dealer avec ça avant que je grossisse l'écart de ressources entre nous deux. Donc si Lumia était déjà présente, donc ça serait un deck dans ce cas-ci de Earth Lightning. Mais ça pourrait être intéressant d'y donner haste à ce moment-ci. La même chose pour August, qui lui, dans le fond, quand il attaque, tu peux le réactiver puis tu peux attaquer une seconde fois dans le même tour. Donc pouvoir sortir un Ace Forward qui peut techniquement coûter 0. Dans le fond, puis paf paf, attaquer tout d'un coup, ça peut quand même surprendre. Puis il y a Nine, que je trouvais aussi intéressant avec un attack trigger qui pourrait être bon en combinaison avec Ulmia, étant donné qu'ils sont déjà dans les bonnes couleurs aussi. Donc ça, c'est les forwards principalement qui m'intéresseraient. Mais si vous voulez vraiment bénéficier un maximum de Lumia, vous pouvez aussi aller chercher, admettons, des backups de coup 6 ou même des monstres de coup 6, puis juste essayer de trouver quelque chose qui, à ce moment-ci, fonctionnerait avec les paires de couleurs que vous avez choisi de rouler. C'est sûr que moi, personnellement, ça serait Ice, Fire ou excuse-moi, Lightning Fire ou Lightning Earth. Donc, ce serait pas les deux combinaisons de couleurs que je trouverais les plus intéressantes à ce moment-ci. Dans le fond, vous pourriez limiter, admettons, pour les couleurs qui vous tentent et essayer de builder autour de ça. Donc, ça peut quand même être très intéressant dans un deck Versatile un peu spécial si vous voulez aller Ice Lightning avec des gros coups. Donc, ça, c'est le premier archétype qui m'a inspiré cette opus-ci. Le second archétype, c'est Turbo Twins.
ça a déjà été un deck méta dans le passé. Donc, un deck qui se base sur ce Porom-là et ce Palom-là d'Opus 15. Donc, le but, c'est d'avoir les deux en jeu. Et à la fin de ton tour, tu places un XP sur chaque Job Apprentice Mage. Donc, les deux se donnent chacun un Apprentice Counter dessus. Donc, tu montes à 2 counters sur lui et sur Palom et Parum, dans le fond, directement à la fin du tour. Donc, les deux deviennent des 6000. Puis, c'est à compter qu'à partir de 3 counters, les deux deviennent extrêmement forts. Donc, le but, c'est ça, c'est de rentrer sur la table le plus tôt possible, puis d'essayer d'atteindre tes 3 counters sur chacun le plus tôt possible. Puis, à ce moment-ci, Palom va se mettre à juste bully et tuer des affaires à tous les tours, puis Porum va juste dénailler des habilités, puis baisser à 1000 la puissance des forwards en face. Donc ça a été quelque chose de vraiment très très fort et prisé dans le passé. Puis maintenant, avec la sortie de Rosa et Lyon, il y a un deck vraiment vraiment cool qu'on peut faire, qui est dans le fond basé en grosse partie sur Rosa, qui dit va chercher un forward de catégorie 4, mets-le dans ta main, puis ensuite tu peux jouer jusqu'à 2 catégories 4 pour les deux totalisant 4 de mana. Tu peux soit mettre un seul forward qui coûte 3 ou 4 de mana, ou tu peux mettre 2 forwards qui coûtent 2 ou moins chacun de mana, ou 3 ou 1, etc. Dans le fond, les deux targets sont ceux-ci, qui sont les deux des catégories 4. Donc, l'intention du deck, c'est de justement aller chercher avec Rosa, Porum ou Palom, et en ayant l'un ou l'autre déjà dans sa main, ben, tu les triches les deux en jeu, qui est complémenté de Lyon. Lyon, qui sa première habilité est plus ou moins importante dans ce cas-ci, mais la deuxième dit quand il rentre sur le field, tu peux jouer un Water Forward de coût 6 ou moins de ta main directement sur le field. Donc, le but, c'est que tu joues Lyon, tu joues gratuitement Rosa, tu vas chercher Porum ou Palom en ayant déjà l'un ou l'autre dans ta main, puis tu vas chercher celui qui te manque. Ensuite, tu triches les deux directement sur le jeu, et ça te fait un peu comme le Deck Knight d'avoir 4 forward tour 1 directement sur le jeu. Et c'est possible de faire ça avec seulement une main de départ. T'as même pas besoin techniquement de piger de cartes pour être capable de faire ce combo-là. Parce que mettons que tu as Lyon, Rosa puis Palom dans ta main, ben à ce moment-ci, tu as juste besoin de 2 autres cartes à pitcher pour jouer Lyon, pour tricher la Rosa, pour aller chercher Porum, excusez-moi, et ensuite jouer les deux. Donc ça, c'est un archétype très très fort que tu peux placer beaucoup de summons très bons dans ces pairages de couleurs-là. Donc, entre autres, des Couchulain, des Amaterasu, vos préférés, puis des Brynhildr qui perd très très bien avec Palom, entre autres. Puis une autre carte qui est intéressante justement avec Rosa, dit que ça triche un forward de catégorie 4 en jeu de coup 4 et moins. Mais aussi mettre Zeromus, qui est un catégorie 4 pour avoir encore plus de contrôle sur ce que votre adversaire peut faire. Donc même aller peut-être chercher un Summoner backup de plus 6. Donc celui-ci. Puis essayer vraiment d'avoir un maximum... oh, le mauvais, excusez-moi. Celui-ci. Et voilà. Et essayer d'avoir un maximum de contrôle sur ce que l'adversaire peut faire en même temps d'imploser un tour 1 avec plein de forwards super agressifs et conséquents. C'est sûr que ça capitalise beaucoup sur ces deux cartes-là. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un archétype qui va revenir probablement dans la méta et que si ça vous intéresse, ben c'est très 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 agressif. Il y a aussi comme autre archétype Zac. Il n'est pas obligé de faire un deck qui tourne autour de lui, mais j'aime d'explorer l'idée parce que sa deuxième habilité dit que tu peux payer un vert et ensuite ton forward de win, ton prochain cast de forward win est réduit de 2. Donc à ce moment-ci, tu es capable de jouer les deux couleurs comme ceux-ci gratuitement. Donc moi je trouve ça vraiment vraiment cool parce que dans le fond, dans l'habilité de Zac, ça dit pas que ça ne peut pas être 0. Donc ça peut devenir 0. Donc techniquement, tu pourrais caster Zidane, Cater, Hilda, ce Zidane-là, Aerith gratuitement. Puis aussi avoir une réduction pour les autres forwards que j'ai mis ici, que je trouve quand même très 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 intéressant. Donc à ce moment-ci, il y a peut-être quelque chose à explorer là-dessus. Donc c'est juste une idée que je pitch comme ça. Sinon, excusez-moi, je ne suis plus à la bonne place. Donc, il y a aussi Guy Natak,
qui est un forward qui dit qu'à chaque fois qu'il reçoit des dégâts, une fois par tour seulement, tu peux choisir un forward de l'autre côté, puis à la fin du tour de l'adversaire, tu le brises. Donc, il y avait un bon vieux combo de Cactuar et d'Adaluma dans le temps qui permettait de pigner ton Dadaluma pour faire, je pense, 4000 ou 8000 de dégâts, un forward en face. Donc, c'est ce Dadaluma ici, justement, ouais, c'est ça, faire 8000 un forward en face. Donc, c'était vraiment très brisé à l'époque. Tellement que Dadaluma a été banni et a été récemment unban. Donc, à ce moment-ci, l'idée est toujours la même. Donc, à la place de runner Dadaluma, c'est Ginata qui prend la place. Donc, tu as deux Cactuars. Un Cactuar va pigner pendant ton tour Ginata pour choisir un forward de l'autre côté. Puis, ensuite, pendant le tour de l'adversaire, un deuxième Cactuar ou une deuxième habilité qui peut faire des dégâts à ton Ginata fait des dégâts à ton Ginata, tu choisis un deuxième forward, puis à la fin du tour de l'adversaire, il va, à ce moment-ci, choisir deux forwards qui ont été sélectionnés par l'habilité de Ginata et les mettre dans la break zone. Donc, ça peut être vraiment très très fort. Il faut juste que tu sois en mesure de bloquer les dégâts parce que l'adversaire, sachant très bien que ses forwards vont mourir à la fin de son tour, risque de tout faire pour essayer de les envoyer attaquer, faire des dégâts. Donc à ce moment-ci, il faut que tu aies quelque chose qui est probablement invulnérable, qui ne peut pas être brisé pour bloquer l'attaque, tout simplement. Donc moi, je trouve que c'est une idée vraiment intéressante. Puis ça, c'est toutes les cartes que j'ai trouvées qui avaient des synergies avec le fait de recevoir des dégâts. Donc Faris, qu'on connaît très bien, peut faire des dégâts à tous les forwards en entrée ou à l'attaque. Donc ça peut être quand même surprenant. Dadaluma fonctionne très bien avec Cactuar en l'absence d'avoir Ginata sur ton field. T'as Azul aussi qui a des synergies. S'il se mange des dégâts, ben, il fait des dégâts à l'adversaire. Tu as comme un mini Dadaluma. Valade qui dit tu choisis un forward qui s'est mangé des dégâts puis tu le brises, tout simplement. Donc tu peux, à la place de Cactuar ton Ginata, tu peux Cactuar le forward en face, puis ensuite utiliser l'habilité à Valade pour finir le forward. Donc c'est toutes des choses que je trouve qui ont des synergies. Donc c'est toutes celles que j'ai trouvées qui pouvaient bénéficier de recevoir des claques de des friendlies pour essayer de faire des dégâts à l'adversaire. Donc vous pouvez essayer de prendre les mêmes forwards puis de build à partir de ça quelque chose d'intéressant. Donc ensuite, il y a bel et bien l'Epus 9 qui m'intéresse. Donc la carte qui rend ça intéressant et Steiner, bien entendu, qui fait que toutes les catégories 9 forward, autres que Steiner, ne peuvent pas être choisies par les habilités. Quand il rentre en jeu, tu choisis un catégorie 9 caractère de coût 4 et moins de ta break zone, puis tu le mets sur le jeu. Donc à ce moment-ci, c'est vraiment intéressant. Parce que ça te permet de tricher justement entre autres la nouvelle Vivi ou même Garnet qui vient de sortir. Donc ça peut être très très fort. Son special ability dit que Steiner ne peut pas être targeté par les opponent abilities. Puis, à ce moment-ci, ça te permet justement de mettre le vieux Steiner EX Burst juste comme soit un special additionnel pour Steiner ou proqué en tant qu'EX. Donc, bien entendu, en comparaison avec ce Zidane-là qui permet d'aller chercher deux catégories 9 forward avec différents noms, puis les mettre dans ta main. Donc, tu peux, admettons, aller chercher Steiner et Vivi, puis ensuite pitcher le Vivi pour jouer Steiner. Une fois que Steiner est en jeu, tu triches en jeu Vivi, puis essayer d'aller chercher ta garnette plus tard pour essayer d'avoir de la protection. Donc, il y a vraiment plusieurs trucs intéressants que tu peux faire. Vivi, il est vraiment très très fort. Il dit que tu payes un Fire et un Water, tu le dolles, tu choisis un Forward, tu y fais 9000. En plus de faire 7000 en entrée, c'est vraiment vraiment très bon. Si tu contrôles la catégorie 9 à la place, ça devient 10 000 dégâts que tu peux diviser comme tu le souhaites. Donc c'est vraiment très fort. Avec des cartes comme, mettons, Sage ou même Rosa, tu peux à tous les tours réactiver ton Vivi puis essayer de le faire une fois pendant ton tour, une fois pendant le tour de l'adversaire. Puis, ce que je trouve intéressant avec ce petit package-là, dans le fond, c'est que tu peux essayer de justement aller à 4 backups puis d'avoir 2 backups pour faire l'habilité à Vivi pendant ton tour, après ça le réactiver, puis essayer de le refaire pendant le tour de l'adversaire. Donc faire 2 activations par tour de Vivi, ça va être extrêmement violent. Il y a des cartes comme ça aussi qui permettent de réactiver tes forwards pour entre autres faire cette stratégie-là. Donc moi je trouve que ça va faire un deck grâce à la protection de Steiner qui va être quand même assez résilient. Ses pièces vont vraiment souvent tenir sur le field. Puis Garnet,
qui impose une taxe sur les summons de ton habilité. Ça va être un petit peu plus cher pour ton adversaire de caster les summons. La densité de bonnes cartes FF9, malheureusement, est un peu faible. On a quand même de quoi faire avec le package. Comme vous voyez ici, c'est pas mal tous les catégorie 9 caractères que je trouve qui sont intéressants, autant dans les monstres que les backups, que les forward. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est un deck, comme vous pouvez voir, qui a naturellement beaucoup d'EX Burst. Si je suis à 40 cartes, je ne suis même pas encore à fond, puis j'ai déjà 12 EX. Donc, d'après moi, ça va être un deck qui va être résilient contre l'aggro à cause du volume de EX que tu as dedans, qui va être résilient contre certains decks contrôle à cause de la protection que Steiner offre, et qui va avoir un game plan assez straightforward. Donc, ça peut être un deck pour un nouveau qui aime pas ça, quelqu'un puisse trop facilement interagir avec son deck, donc qui veut de la sécurité, puis qui veut une quantité assez healthy, on va dire, de EX Burst. Donc, ça peut être un bon deck. Donc, personnellement, je trouve l'idée intéressante, mais je pense qu'il n'est pas assez bon pour avoir du potentiel en méta parce que les FF9 en général, les cartes manquent un petit peu de oomph en dehors de Vivi, Garnet et Steiner. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes qui sont puissantes dans cet archétype-là. Donc, ensuite, un autre archétype qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est March. Donc, la nouvelle March, qui dit si tu as 2 backups ou plus, elle gagne plus 1000 et haste. À 5 backups ou plus ne peut pas être bloqué par les forwards de coût 3 ou plus. Et quand il fait des dégâts, tu peux payer un cristal et piger 2 cartes. Donc ça, c'est extrêmement bon. Il y a des habilités qui te permettent de payer 2 cristals pour soit chercher ou piger une carte. Mais là, à ce moment-ci, tu payes un cristal, donc même pas de mana en soi, et tu piges 2 cartes. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. On dirait que ça a été marié avec des cartes comme le nouveau Cloud, justement, de plus 28, et entre autres la nouvelle Tifa qui sont faites pour jouer avec des cristals. Puis il y a plein d'autres cartes vraiment fortes qu'on peut jouer avec des cristals. Moi, personnellement, quand on parle de cristal, la carte qui m'intéresse le plus, c'est Materia Backup, qui te permet justement de devenir un Draw Engine ou une génération de cristal. Et tu perds ça, admettons, avec ce seed-là, qui va chercher des backups qui coûtent 1, donc ça donne beaucoup de flexibilité. Premier backup que tu joues, c'est Materia. Si tu as des manières de le réactiver avec des cartes comme, mettons, Evrae, qui te permet une fois par tour de choisir un backup puis de l'activer, ben, tu peux réactiver Sid, aller rechercher un autre backup qui coûte 1. Donc à ce moment-ci, dans le Fire, on a des très bons choix. L'Archicus qui est un removal, fait que legit avec ton Sid backup, tu peux aller chercher du removal quand t'en as besoin. T'as Morrow qui est à dommage 5 est aussi une autre forme de removal. T'as Samouraï qui marche dans tes couleurs, qui est aussi une autre forme de removal contre certains decks. Donc pour vrai, vraiment, vraiment intéressant. On a Montblanc EX Burst qui peut aller chercher March. Donc, Sid Iwin, donc dans le win, qui respecte la couleur de March, qui peut aller chercher 2 forward FF7, donc Cloud et Tifa, ou potentiellement plein d'autres forward. Donc, vraiment, je trouve que c'est un archétype super intéressant. Donc, si ça vous tente de builder autour de ça, ben, ça pourrait être un bon départ pour builder. Puis, ce qui mène à un deck absolument dégueulasse que j'ai imaginé, qui tourne autour de Vayne. Donc, c'est un deck que j'appelle justement Vayne Control, parce que Vayne dit chaque player ne peut caster que 2 cartes par tour. Donc, si tu as des choses qui te permettent de tricher des forwards sans avoir à caster le forward en soi, ça peut être excellent. Ça a des activités d'abilities comme le special, admettons, à Lena Backup. Je pourrais le mettre dans le deck, des choses comme ça qui permettent de caster des forwards sans vraiment caster en soi le forward. Donc c'est très fort dans le deck FF12 parce que la Fran elle triche des forwards en jeu à tous les tours quand elle attaque sans vraiment que ça soit un cast. Fait que ça te permet de contourner la règle de 2 casts maximum par tour. Par contre, ça reste quand même beaucoup de casts en soi dans une game normale. C'est rare que tu fais plus que 3 casts à moins d'avoir un deck Storm. Donc c'est sûr que c'est une carte anti-Storm de nature. Mais moi, l'habilité que je trouve vraiment intéressante sur Vayne, c'est l'autre, qui, j'entends pas beaucoup de monde parler sur Internet, mais l'habilité, c'est que quand Vayne est mis dans la break zone, pendant ce tour, l'opponent ne peut pas caster aucune carte. Donc, le combo vraiment crétin que j'ai trouvé, c'est avec Kuchulain, qui dit choisis un forward à la beginning of the main phase 1, put it into the break zone. Donc, l'intention,
c'est que pendant ton tour, tu castes Cuchulainn, tu targetes ton propre Vayne, et pour que ce soit vraiment viable, il faut que tu aies un Realm en jeu, bien entendu, qui Realm dit pendant ce tour, la prochaine fois que tu castes un summon de coût 4 ou moins, tu mets dans ta break zone, tu le removes, puis tu le castes again sans payer le coût. Donc, à ce moment-ci, ça te permet de copier les summons que tu fais. Donc, tu vas faire le Cuchulainn sur ton Vayne, ainsi que le Cuchulainn sur un forward d'un adversaire. Donc, ce que tu fais, c'est que tu passes le tour, tout simplement, au début de la main phase 1, avant même qu'il y ait priorité pour caster quoi que ce soit. Vayne va être mis dans la break zone, ainsi qu'un forward que l'adversaire contrôle, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de priorité. Il va tout simplement, en fait, il ne pourra pas caster quoi que ce soit. Il va pouvoir utiliser des actions habilitées comme, admettons, Lena s'il l'a, ou va pouvoir aller en attaque face puis attaquer avec différents forwards qu'il y a comme habituellement, mais il ne sera pas en mesure de caster de quoi ce tour-là. Donc, c'est vraiment la première carte qui empêche complètement de caster de quoi à l'adversaire pendant son tour. Là. Fait que ça peut revenir dans certaines situations à l'adversaire passe son tour, ce qui est vraiment, vraiment chiant. Donc, pour ceux qui adorent les decks contrôle vraiment punitifs, ben, ça pourrait être quelque chose de drôle à faire. Est-ce que ça va être constant? D'après moi, non. Mais ça peut être quand même... si vous êtes machiavélique et que vous voulez faire une mauvaise surprise à quelqu'un qui ne sera pas trop susceptible de se faire empêcher de jouer, ben, ça pourrait être une gimmick à tenter. Il y a des choses comme Kraken qui fait que, en plus, tu voles un backup à l'adversaire, tu fais que ton Cuchulainn coûte moins cher à jouer. T'as Alphino, excuse-moi, qui permet de tricher des forwards de ta break zone directement sur le field. Fait que si tu sacrifies Vayne, ben, tu peux aller leur tricher avec des cartes comme Alphino. La même chose avec Rinoa Legend, dans le fond, qui permet de flicker des cartes comme Alphino pour refaire la résurrection de Vayne, ou tout simplement abuser un peu des habilités. Puis, entre autres, Realm, retricher Realm en jeu pour pouvoir recaster un Cuchulainn. Puis sinon, Tancred qui fait un peu la même chose. Sinon, 3 copies de Devout qui te permettent de tricher n'importe quel forward de coût 4 ou moins de ta break zone directement sur le field. Donc, vraiment, le but à Chadley aussi, Time Mage, le but c'est vraiment d'abuser, de sacrifier ton propre Vayne avec ce combo-là, puis d'essayer au moins 2 ou 3 fois pendant la game d'empêcher complètement ton adversaire de jouer. Donc ça, c'est une autre chose que je trouvais vraiment intéressante, cet archétype-ci. Donc, vraiment, plein de trucs super intéressants. Donc, à cet opus. Donc, des decks que je vais essayer sont ces decks-ci, entre autres. Il y a, bien entendu, le deck de MBM, donc Moogle Bounty Mayhem. Donc, d'après moi, une bonne façon de jouer le deck va être de cette manière-ci. Donc, mon raisonnement est que Penelo est un engin qui te permet de donner 3 actives MBM caractères. Donc, ça peut être Monster, Backup, Forward, peu importe. Ton adversaire choisit un Forward, contrôle, il le met dans sa break zone. À ce moment-ci, tu peux, avec des cartes comme Baltier, discarter des Sky Pirate, que tu as quand même une certaine quantité dans le deck, et réactiver tous tes caractères. Donc, tu peux refaire l'habilité de Penelo, puis vraiment abuser des activations, puis des dulls de Penelo pour essayer de sacrifier tous tes forwards de l'adversaire. Donc, comment est-ce que tu joues en jeu, étant donné que le deck n'est pas wind? C'est grâce à Fran, qui dit paye 2 Lightning, et tu triches n'importe quel Baltier directement sur le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 copies de ce Baltier-là, ainsi que 3 autres copies de l'autre Baltier pour d'autres circonstances. Mais je crois que ce Baltier-là va offrir de la value continue à juste pouvoir répéter l'habilité de Penelo. Donc, à ce moment-ci, pouvoir réactiver tous tes forwards, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Tu as vraiment énormément de Moogle, dans le fond, qui sont des MBM. Donc, Sturdy là, Orny, Sorbet, Mont Blanc. Donc, à ce moment-ci, tu peux aussi utiliser ces backups-là pour faire tes activations pour Penelo. Donc, Nono devient super intéressant. Donc, je sais qu'on a le Nono ici qui coûte 6, donc il y a un name clash, à faire attention. Quand ce Nono-là est en jeu, tu essaies de le sacrifier ou de faire en sorte qu'il meure pour pouvoir jouer l'autre Nono.
Sinon, tu peux juste graph LB pour tasser ton nono quand vient le temps de jouer l'autre nono. Comment est-ce que tu le joues sur le jeu? Ben, encore une fois, tu le triches en jeu avec Steel Skin, qui, lui, il dit quand il rentre en jeu, tu choisis un job Moogle forward de coup 2 ou moins dans ta break zone, puis tu joues sur le field. Donc, le but, c'est que tu pitches Nono pour caster Steel Skin, puis ensuite tu réanimes Nono. Prochain tour, Nono va pouvoir activer quelque chose comme 3 ou 4 backups à tous les tours. Donc déjà, ça va devenir un engin de génération de mana absolument abusif. Puis ça te permet de refaire justement, encore une fois, plusieurs fois les habilités à Penelo. Donc tu pourrais donner et ça, tes 3 backups pour faire un effet à Penelo, Dolly Nono, réactiver tous tes backups, Moogle, après ça, refaire une autre fois l'habilité à Penelo, puis ensuite utiliser Penelo ainsi que 2 autres forward MBM, comme, mettons, Van ou Fran, puis juste refaire une autre activation de Penelo, puis là, à ce moment-ci, tu as tué 3 forwards dans le même tour, puis ça se répète à tous les tours. C'est ça la beauté de cet engin-là. Donc, moi, personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Nono est triché par Steel Skin, Baltier est triché par Fran, puis le but, c'est ça, c'est d'abuser de tes réactivations, puis d'essayer de battre ton adversaire de cette manière-là. Donc, sinon, un archétype, ça, honnêtement, j'hésite beaucoup à le montrer à YouTube, là, mais d'après moi, ça va être le prochain gros deck méta. Ça va être complètement stupide comme deck, mais ça tourne autour de Golbez qui dit va chercher un monstre de coup 3 ou moins et mets-le directement sur le jeu. À chaque fois qu'il y a un monstre qui rentre sur le field, une fois par tour, tu choisis un des effets suivants. Tu choisis un caractère, soit tu le donnes ou tu l'actives. Donc ça peut être un caractère à ton adversaire ou un caractère d'un allié. Donc comment est-ce que moi je vois que ça c'est brisé? C'est principalement avec la carte Hope. Donc, c'est vraiment un combo qui est fait les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé le deck Golbez X Hope. Parce que Hope dit si un actif caractère qu'un opponent contrôle devient dull à cause d'une habilité ou d'un summon, tu le freeze. Fait que Golbez, à ce moment-ci, si je choisis de choisir un caractère à l'adversaire, ben je fais pas juste le duller, je le dull and freeze. Puis ensuite, l'autre habilité dit à chaque fois qu'un dull caractère que je contrôle devient actif à cause d'une habilité, je choisis 2 caractères que je contrôle et je les active. Donc, à ce moment-ci, ça veut dire que je pourrais choisir un de mes backups et l'activer avec Golbez en rentrant un monstre, puis ensuite choisir 2 autres backups et les réactiver. Donc, ça permet, entre autres, dans le fond, quand Golbez rentre, de choisir un de tes backups, de le réactiver, d'en activer 2. Golbez t'a triché un monstre directement de ton deck sur le jeu de coup 3. Donc, à ce moment-ci, le coût du monstre à 3 plus le coût de 3 backups qui a été réactivé, tu génères fonctionnellement 6 de mana, la carte t'a coûté 5. Donc t'es plus 1 en termes de mana cost. Donc c'est extrêmement fort. Et encore une fois, le monstre que je trouve que tu dois aller chercher en début si t'as pas encore Gogo sur le jeu, c'est Exoré. Ça revient un petit peu à ce que le monstre Akpalu puis Blue Worm font. Dans le fond, c'est que les deux rentrent une carte sur le jeu et te pigent une carte. Si je vais montrer un exemple avec la carte Realm, c'est que Realm qui coûte 5 disait va chercher un monstre qui coûte 1 et un monstre qui coûte 2 puis joue-les sur le jeu. Donc à ce moment-ci, les 2 monstres que le monde allait chercher étaient celui-ci, le premier, donc il rentre, tu piges une carte. Le deuxième, Blue Worm, il rentre, tu piges une carte. Donc, tu, fonctionnellement, allais chercher 2 monstres, les rentrer sur le jeu et piger 2 cartes. Rem ne te coûtait que 1 à ce moment-ci, vu que tu pitches 2 cartes, un backup, mais tu vas piger 2 cartes à ce moment-ci. Donc, ça coûtait 1 de mana pour avoir 3 bodies sur le field. C'était ça la force de Rem. Mais, même avec cet échange-là, tu étais techniquement -1. Donc, ça te coûtait 5, tu régénères seulement 4 de ressources. Si tu inclus pas la valeur des monstres, bien entendu, si tu incluais la valeur des monstres, à ce moment-ci, tu étais à +2 de mana dans le positif. Donc, c'était un échange qui était très, très fort, sauf que ça n'arrivait qu'une seule fois. L'avantage avec Golbez, c'est que l'effet est répétable à tous les tours, une fois par tour. Donc, un tour subséquent, une fois que Hope est établi sur le jeu, tu peux jouer quelque chose comme Go, qui fait qu'à chaque fois qu'un forward ou un monstre utilise une action habilité, tu copies
l'habilité. Donc, malheureusement, Golbez, c'est un auto-habilité, c'est pas une action-habilité. Par contre, tu copies les effets comme Flan, qui dit, admettons que tu pitches, puis tu le mets dans break zone, excuse-moi, puis l'adversaire discarterait une carte, ben à la place, ça va le faire 2 fois, puis il va discarter 2 cartes. La même chose pour l'effet de search. Si tu veux aller chercher un flan, ben à la place, tu vas aller chercher 2 flans. Donc, ça donne plusieurs bullets pour pouvoir, à chaque tour, faire une fois l'activation de Golbez. Donc, c'est important de ne pas tout pitcher tes flans le même tour. Ton but, c'est d'étaler tes flans sur à chaque tour pour essayer d'abuser de l'effet de Golbez le plus longtemps possible. Un autre que je trouve vraiment excellent avec Gogo, c'est Goblin, qui dit, normalement, on va chercher un monstre. C'est pas très fort. Sauf qu'avec Gogo, ce que tu peux faire, c'est craquer ton gobelin, vu que c'est une action habilité pareil, de mettre gobelin dans break zone pour aller chercher un monstre. Tu vas chercher une autre copie de gobelin, et ainsi que n'importe quel autre monstre que tu voudras avoir à ce moment-ci. Puis ça te permet de refaire la chaîne l'autre tour d'après en recastant ton deuxième gobelin, le briser, puis ensuite aller chercher, mettons, Flan et un autre monstre, puis après ça, avec Flan, recontinuer la chaîne. Donc, techniquement, tu as comme quelque chose comme 6 tours en ligne d'activation de monstres garantis, seulement si tu as ta première copie de Gobelin ou Flan, que Golbez peut techniquement aller te chercher. Mais vraiment, moi, pour le rembourser le premier tour, ce que je ferais, c'est aller chercher Exoré, puis le tricher avec Golbez. Donc, considérant le fait que tu as triché un monstre qui coûte 3, tu as réactivé potentiellement 3 backups, comme j'expliquais, tu es à plus 1 de mana, mais en plus, Exoré dit, tu le craques, tu piges 2 cartes, fait que ça te fait plus 4 de mana, fait que tu peux aller techniquement en un tour à plus 5 de mana si tu as Hope et Golbez sur le jeu. Puis, en plus, si tu as Gogo, tu copies cette habilité-là, fait que tu vas piger 2 autres cartes de plus, donc tu peux piger 4 cartes avec l'habilité d'Exoré si tu as déjà Gogo sur le jeu. Fait qu'à ce moment-ci, tu peux aller à plus 9 de mana. Ça devient complètement dégueulasse comme combo. Là. Pour de vrai, ça va être super fort. Puis Hope, une autre manière de le tricher en jeu, justement, ben, c'est avec ce backup-là. Nora peut aller le chercher. Puis en plus, c'est un EX. Puis après ça, Bartholomew dit tu peux jouer à une carte qui s'appelle Hope directement de ta main sur le jeu. Donc, ce que tu peux faire, c'est tour 1, jouer n'importe quel backup. Tour 2, jouer Bartholomew, tricher Hope en jeu sans payer le cost. Donc, tu te ramp super efficacement. Puis, si tu veux, le même tour, essayer de hardcast Golbez pour pas laisser le temps à l'adversaire de tuer ton Hope. Parce que, anyway, de toute façon, avec l'Exoré, tu vas remplir ta main de toute façon. Ou attendre un autre tour, justement, puis après ça, avec 2 backups, pouvoir faire un effet de Golbez. Puis réactiver, peu importe. Jouer un backup justement qui va rentrer d'ol, puis après ça, payer 1 pour X affaires, puis ensuite avec ton dernier backup, jouer le Golbez, faire l'effet à Hope, activer tes 3 backups, puis ensuite essayer d'abuser, puis de jouer un peu comme un deck Storm. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai buildé comme tel, le deck, c'est que Emina peut aller chercher ton Lightning Backup, puis ton Lightning Backup dit que si tu contrôles 2 catégories FF13 ou plus forward, tu choisis un forward de l'adversaire puis tu le dolles. Donc c'est un autre effet répétable en parallèle à Golbez à tous les tours. Donc à ce moment-ci, Hope te dit que tu peux seulement faire l'activation une fois par tour, mais le freeze effect, tu peux le faire autant de fois que tu veux dans un tour. Donc à ce moment-ci, Golbez et Lightning pairés ensemble, ben, tu freezes 2 caractères à tous les tours de ton adversaire, juste passivement. C'est absolument fou. Dans le fond, puis tes forward FF13 de catégorie, ben, ton premier c'est 13, justement, c'est Hope, qui est un FF13. Donc ça, c'est ton premier. Donc tu as juste besoin d'avoir n'importe quel autre FF13 que tu peux soit tricher en jeu de ton LB. Donc c'est vraiment facile d'avoir ta condition à ce moment-ci. Grâce à Snow, d'avoir tes 2 FF13 sur le jeu. Puis sinon, ben, j'ai mis Serra, qui, encore une fois, une habilité qui permet soit d'activer un caractère que tu contrôles ou de doller un caractère de l'adversaire qui synergise avec Hope, autant pour l'activation que pour le doll effect. Puis, c'est ça, il y a des trucs comme, mettons, Sid FFBA, que c'est expérimental, ça va probablement pas rester dans le deck. Mais il y a des trucs comme Melvien que tu peux mettre, qui est vraiment dégueulasse, que ce que tu fais, c'est que tu bloques avec Melvien, il meurt, mais il va revenir en warp dans 2 tours.
quand ils rentrent en jeu, choisis des backups que l'adversaire contrôle, puis tu les freezes, puis tu choisis des backups que toi tu contrôles, puis tu les actives. Donc, ce que ça fait avec Hope, ça veut dire qu'à tous les 2 tours, tu actives 4 backups. Parce que dans le fond, Hope va voir que tu actives 2 backups, il va dire OK, réactive-en 2 autres de plus. Ça peut être des forwards ou des monstres aussi, là, que tu peux réactiver. Mais à ce moment-ci, c'est ça. Melvien te fait une loop dans ce genre de deck-là qui te réactive potentiellement 4 backups à tous les 2 tours. Puis, va freezer 2 backups à tous les tours. Donc, si tu cumules ça avec toutes les autres affaires que ton deck fait, tu pourrais potentiellement, à tous les tours et demi, avoir quelque chose comme 3 backups de l'adversaire freeze juste passivement, sans avoir à caster quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment fort. Je vais essayer expérimenter avec des cartes comme Menad qui dit si t'as un monstre qui a été mis dans Break Zone ce tour-ci, rejoue-le à la fin du tour. Donc tu peux refaire tes exorés, tu peux refaire tes gobelins, tu peux refaire tes flânes à tous les tours pour continuer à garder la main de l'adversaire vraiment basse. Donc bien entendu, ça c'est mon package de Ice Summon que je considère comme obligatoire si tu runs Ice. Puis c'est ça, 7 pour canceller les auto-habilités pour empêcher certains board states de ton adversaire de se développer. Sidwolf pour empêcher l'adversaire de proquer des EX puis essayer de piger des cartes pendant que tu l'attaques. Le but, c'est vraiment essayer de garder ton adversaire le plus down possible, l'empêcher complètement de jouer. Donc, pour vrai, je pense qu'il y a une variante de ce deck-là qui va être méta. C'est un deck qui est vraiment dégueulasse. Puis j'ai vraiment hâte de rouler ça. Donc, voici, c'était ma petite vidéo sur les forward, toutes les nouvelles cartes de plus 28, excusez-moi, que je trouvais intéressantes. Mais bien entendu, vous pouvez vous-même faire votre propre sélection, de regarder toutes les cartes de l'Opus 28, puis trouver celle qui vous intéresse le plus. Si vous voulez, admettons, des engins, vous pouvez trier, admettons, par légendaire, puis voir toutes les légendaires du set, puis voir qu'est-ce qui vous intéresserait. Je sais que Kane est très prisé, puis le monde dit que c'est la carte que c'est sûr et certain que ça va devenir méta dans ce set-ci. Steiner aussi, c'est très regardé. Rosa, c'est très regardé. March est très regardé aussi, parce que ça va fonctionner dans un deck de Wall 7 aussi. Puis Kadage, qui bien entendu va être un archétype très fort, ce set-ci, de pouvoir faire discarter 2 cartes à toutes tes fins de tour à ton adversaire. C'est dégueulasse. Mais personnellement, je ne sais pas si je suis tant dans un deck Turbo Ice Control, parce que ça risque d'être vraiment très Ice Control. Dans le fond, je dis ça, mais le deck que je viens juste de montrer est un Ice Control, mais il est à ma sauce. Ça, je l'aime beaucoup comme c'est, puis ça n'a pas été parlé beaucoup en ligne. Tandis que ce catage-là, tout le monde l'a vu à 10 000 km arriver, qu'est-ce que ça allait faire. Donc, c'est sûr que ça va être très, très bon. Donc, je vous laisse explorer l'Opus 28. Bonne découverte, bon deck building, puis je vais vous voir dans la prochaine vidéo.